Bonjour, bienvenue à GDG Cloud Québec. Aujourd'hui, nous avons attaque et défense dans Kubernetes, présenté par Med. Et juste quelques petits trucs avant d'embarquer avec la présentation. Fait que vous pouvez utiliser la fonction chat Q&A pour toute question. On va essayer de relayer les questions aux présentateurs au moment opportun. On vous invite d'allumer vos caméras. À la fin de la session, on va pouvoir échanger ceux qui veulent rester encore quelques minutes, activer vos micros puis caméras, puis on pourra jaser à la fin. Puis aussi, il y a un sondage à la fin qu'on va rendre disponible. Alors, les organisateurs pour GDG Cloud Québec, il y a Frédéric, William, Boudour, Renato et moi-même, comme vous voyez ici, et nos trois amis de Google Québec, Mathieu, Nadine et Xavier. Là, on a Mathieu avec nous aujourd'hui. N'hésitez Salut tout le monde. pas dans le chat. Et quelques liens, je devrais pouvoir paster ça dans le chat bientôt. Fait que notre channel YouTube, le site du GDG. En haut à droite, si jamais vous êtes intéressé à présenter, faire une présentation comme Med, juste nous soumettre le sujet, vos disponibilités, etc., puis on pourra en jaser. Nous sommes aussi présents sur LinkedIn, Twitter, Facebook. On devrait pouvoir démarrer un Slack channel bientôt. C'est aussi notre dernière présentation de l'année, fait que joyeuses fêtes à tous. Et on sera de retour au mois de janvier 2022 avec d'autres sujets à venir qui seront publiés d'ici là. Et c'est le tour à Med pour sa présentation Kubernetes, attaque et défense. Alors, j'y passe la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Okay. Ça marche. Merci. Okay, parfait. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour la présentation qui, comme Léa le disait, se nomme Kubernetes Attack and Defense Privilege Escalation through Kubelet TLS Bootstrapping in GKE. Beaucoup de mots compliqués. On verra tout ça, ça veut dire quoi un peu plus tard. Rapidement, je vais me présenter. Dans le fond, moi, c'est Mohamed Mouine, vous m'appelez Med. J'ai gradué en 2020 de l'Université Laval en génie logiciel. Ça fait 3 ans à peu près que je travaille temps plein dans divers rôles, full stack, DevOps, etc. Notamment, je suis Software Reliability Engineer chez BotPress depuis maintenant 2-3 mois. En parallèle, je fais aussi une maîtrise en système distribué, plus précisément autour de Kubernetes appliqué à des contextes plus complexes de systèmes distribués comme l'IoT, l'edge computing, etc. Puis, ce qui me démarque un peu du lot, c'est toute mon application que j'ai à l'université, notamment au niveau des CS Games, d'où la photo à droite, le prix que j'avais gagné à l'époque. Rapidement, un plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par étudier rapidement les attaques vecteurs puis les concepts de Kubernetes pour essayer de comprendre comment on va rentrer dans tout ça, puis c'est quoi les places les plus importantes à surveiller, puis aussi essayer de comprendre c'est quoi un kubelet, c'est quoi un node, comment ça marche pour comprendre ensuite les exploits qu'on va appliquer dessus. On va voir 2 scénarios d'attaque qui vont utiliser ces mêmes concepts-là qu'on a étudiés juste avant. On va voir l'impact que ces vulnérabilités-là vont nous donner vis-à-vis d'obtention de données ou d'escalation de privilèges. Puis, à la toute fin, on va voir quelques mécanismes de défense puis de mitigation de ces impacts-là puis de ces exploits-là.
Donc, rapidement, comme je disais, on va essayer de comprendre un peu tout le contexte autour, puis les concepts les plus importants de Kubernetes et de GKE qui vont nous permettre ensuite d'être exploités. L'architecture de Kubernetes, je vais passer rapidement dessus, juste les plus importants. On a bien sûr les control planes, anciennement appelés des masternodes, qui vont principalement contenir le Kube API Server qui, lui, va rediriger et orchestrer toutes les communications avec les autres composants de gestion et de management de Kubernetes. Cet API serveur-là, il communique avec des nodes ou des worker nodes, comme on les appelle aujourd'hui, qui, eux, vont contenir un kube proxy qui va gérer le network au niveau du node, puis principalement le kubelet, qui est le client qui communique directement avec l'API serveur, puis qui va gérer les containers sur chaque node, dépendamment de ce que le kube API serveur va lui dire de faire. Les concepts les plus importants au niveau du node, ben, comme je disais, c'est le node lui-même. Ce node-là va contenir plusieurs pods. Un pod, c'est l'unité de base la plus petite qu'on va utiliser pour créer puis orchestrer notre système, notre cluster. Chaque pod va contenir un ou plusieurs containers qui vont ensuite contenir nos applications. J'imagine que la majorité du monde sont familiers avec la notion de container, avec Docker et tout ça. Une notion importante qu'on va voir aujourd'hui, c'est les secrets qui vont nous permettre de feeder des informations plus ou moins sensibles à nos applications, à nos pods, puis tout ça. Ça peut être par exemple des credentials sur une base de données ou n'importe quelle autre information sensible. Pour gérer les identités dans Kubernetes, on va utiliser des service accounts. Je vais rentrer plus dans les détails plus tard, mais Kubernetes utilise ce qu'on appelle RBAC, qui est dans le fond une role access, role-based access control, dans le fond. Puis chaque role va être linké avec un service account qui lui-même va être assigné à chaque entité logique de notre système. Un pod peut avoir un service account, par exemple, qui va nous permettre d'identifier son rôle dans l'ensemble du système. Pour s'identifier au travers de ce service account-là, il y a plusieurs façons, notamment des tokens qui vont être montés sur nos pods, sur nos nodes, pour pouvoir être envoyés à l'API serveur, puis s'identifier à un ou plusieurs service accounts qui lui appartiennent. Puis enfin, le kubelet que j'avais mentionné plus tôt, qui est le client de Kubernetes qui va être installé sur chaque node, qui va venir orchestrer tout ça au niveau du node lui-même. Donc, GKE, l'architecture est quasiment la même que Kubernetes normal. La seule différence, je dirais, c'est que dans GKE, les control planes ne sont pas gérés par les administrateurs et les opérateurs du système, ils sont gérés par GKE. GKE nous donne un set de worker nodes, puis c'est avec eux qu'on va orchestrer puis opérer notre système. Les opérateurs et les administrateurs vont pouvoir communiquer directement avec l'API serveur, soit au travers du CLI avec kubectl, soit directement au travers d'endpoint ou d'interface HTTP ou autre. Puis, bien sûr, comme je disais, toutes nos applications puis nos pods vont être directement sur les worker nodes. Rapidement, notion de networking, ça ne va pas être si important que ça, mais c'est important quand même globalement. Chaque node, en fait, Kubernetes va aller virtualiser le network de notre système. Notamment, au niveau de chaque node, on va avoir un network virtuel interne à ce node-là qui va être géré par une première interface qui est l'interface physique du node, qui va faire le relais à une deuxième interface qui, elle, est virtuelle, puis qui va ensuite forwarder tout ça à nos pods qui, eux, n'acknowledge que le network virtuel interne du node. Une autre notion importante à savoir, c'est que toutes les pods de notre cluster, quel que soit le node sur lequel ils sont hostés, font partie du même network virtuel, donc ils peuvent communiquer entre eux, sauf si c'est configuré autrement. L'authentification de Kubernetes, on a, dans GKE principalement en fait, on a deux types d'authentification, soit des users normaux, si je dirais, qui sont gérés par GCP, qui sont complètement isolés de Kubernetes. Kubernetes les acknowledge en tant que service account, on verra ça juste un peu plus tard. Puis dans ces users-là, on peut avoir des users GCP normaux, là, vos comptes GCP que vous utilisez pour vous connecter. Des service accounts qu'on peut venir configurer puis créer directement au travers de l'API de GCP ou sur la console. Des G Suite users, puis des groupes, Google Groups qu'on va pouvoir aussi attribuer à des rôles spécifiques ou des privilèges spécifiques. À l'intérieur de Kubernetes, on va avoir, comme je disais, la notion de service account qui, elle, est managée directement par Kubernetes. Puis il y a deux types d'authentification que ces service accounts-là peuvent utiliser. Les tokens que je viens de mentionner, puis aussi une autre forme d'authentification, c'est les certificats. Puis on va beaucoup utiliser ça aujourd'hui
On va voir comment forger des certificats, comment exploiter un peu tout ça. Puis, dans le fond, les tokens puis les services accounts en général vont être storés sous la forme de secrets au niveau de chaque node. Puis, ces nodes-là vont pouvoir ensuite monter ces mêmes secrets-là sur les pods qui les hostent. OK? Fait que, comme je disais, les secrets puis les services accounts vont être montés au niveau du pod puis des nodes. Ça, c'est très important. Rappelez-vous-en, je vais y revenir plus tard. Niveau autorisation, dans GKE, on a divers rôles qu'on peut assigner à chaque identifiant. Ça peut être un admin, un cluster viewer, avec des privilèges plus ou moins élevés. On a développeur, par exemple, host service agent, puis un viewer qui c'est juste du read-only. Au niveau de Kubernetes, comme je disais, on a du role-based access control qui va se diviser en deux types de rôles, donc des namespaces, donc qui vont être scopés en plusieurs namespaces. J'imagine que le monde sont familiers avec la notion de namespace dans Kubernetes. C'est la même que dans tous les autres systèmes. Donc, c'est juste pour scoper des concepts en particulier. Puis dans ces namespaces-là, on va pouvoir avoir des rôles qui vont définir quoi ou comment un service account peut faire quelque chose, puis des rôles bindings qui vont venir prendre ces rôles-là puis les linker avec les entités qui nous permettent d'identifier ces concepts-là. Par exemple, soit des users, soit des service accounts ou des groupes. Dans la catégorie d'identifiants qui ne sont pas namespaced, c'est les cluster roles et puis les cluster role bindings qui sont les mêmes que ceux qui sont namespaced, sauf que c'est à l'échelle du cluster au complet. Un exemple très simple, c'est le rôle cluster admin qui existe par défaut dans Kubernetes, puis qui est au niveau du cluster au complet, puis qui donne pas mal tous les privilèges possibles dans le cluster. Donc, comme je disais, on a les rôles que GCP va créer, puis les services accounts de Kubernetes. Les deux vont passer au travers de role bindings ou de cluster role bindings pour se linker avec les rôles qu'on va venir définir plus tard. Par exemple, on peut dire que tel user ou tel service account peut voir les pods, peut en créer, mais il ne peut pas, par exemple, les patcher. Ou inversement, il peut, par exemple, voir toutes les namespaces, mais il ne peut pas en créer des nouveaux, etc. Les possibilités sont pas mal infinies. Donc ça, c'est la Freight Matrix, dans le fond. Ça a été publié par Microsoft en 2020. Ils ont sorti une nouvelle version il y a comme un mois, me semble. Vous pouvez googler, vous allez le trouver assez rapidement. Puis ça décrit tous les risques potentiels dans le cluster Kubernetes. Je ne vais pas passer au travers de tout, là. Je vais juste faire un rapide résumé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce point-là. Dans le fond, on va voir comment exploiter le risque d'utilisation de Cloud Credentials dans GCP. Donc, si des credentials GCP ont été compromis, comment on va pouvoir utiliser ça pour exploiter plus le système. On va voir aussi exec into container, donc un accès à un pod ou à un container en particulier, comment escalader des privilèges à partir de ça. Access Cloud Resources, comment juste en pouvant lister et puis en décrivant nos instances, par exemple, dans le cloud, on peut avoir beaucoup plus d'informations puis de privilèges qu'on est supposé avoir. List Kubernetes Secrets, on va voir comment juste le fait de pouvoir acknowledge le nom d'un secret va nous donner vraiment plus de possibilités que ce que je devrais pouvoir faire normalement. Access Container Service Accounts, ça on va voir aussi plus tard comment juste pouvoir accéder, lire le token ou juste le nom du service account d'un container ou d'un pod va nous donner beaucoup de privilèges aussi. Instance Metadata API, ça va être très important au début. On va passer par le Metadata API de GCP pour afficher puis lire des informations sensibles. Puis on va voir comment impersonate un service account, donc avec tout ce qu'on a vu plus tôt, toute la récolte de données qu'on a faite, prendre un service account puis se faire passer pour lui, même si on n'a pas forcément les privilèges pour. Donc, je vais décrire rapidement les scénarios d'attaque. Je vais les décrire rapidement, puis plus tard, je vais expliquer exactement comment on va pouvoir arriver à nos fins. Dans le fond, j'ai sélectionné comme deux scénarios principaux. Le premier, c'est une application qui a accès à des informations sensibles. Fait que, par exemple, ici, au travers d'un secret de Kubernetes, on a deux secrets, un app password puis un app username, qui vont donc être consommés par cette application-là, qui peut être, par exemple, un API qui utilise une base de données, puis on lui fournit donc ces
secrets-là, ces credentials-là, au travers d'un secret pour essayer de sécuriser ça un peu plus. On va voir comment avoir accès à ces credentials-là. Le deuxième use case qu'on va voir, c'est comment obtenir le admin cluster role dans le fond de Kubernetes en passant par une application qui a elle-même ce rôle-là. Un exemple, avant, ce que le monde faisait, c'est utiliser dans l'ancienne version de Helm, je pense qu'on avait ça dans Helm 2, il y avait Tiller qui était installé comme cluster admin pour pouvoir gérer toutes les charts puis tout ça. C'est une grosse faille de sécurité, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé aujourd'hui. Puis on pouvait exploiter ça en prenant l'identifiant de Tiller puis en se faisant passer pour lui pour devenir nous-mêmes un cluster admin. Dans ce cas-ci, j'ai pris le même use case. Dans le fond, j'ai créé une application qui a ce cluster admin-là, ce rôle-là, puis on va voir comment se faire passer pour elle. Cette application-là, ça peut être par exemple votre chart ou votre système de CI/CD ou n'importe quel autre système qui a des privilèges plus ou moins élevés dans votre système. Puis qui va être par exemple dans le namespace Cube System ici, qui est celui qui contient toutes les applications d'orchestration. Donc, les deux vecteurs d'attaque principaux que je vais expliquer aujourd'hui, c'est un pod shell access, donc comment escalader à partir d'un accès SSH ou shell dans un pod, donc dans un container, puis aussi comment exploiter des credentials GCP qui ont été compromis, que ce soit ça a été un laptop qui est resté ouvert ou n'importe quoi d'autre. Puis juste pour votre information, ces credentials-là, par exemple, sont vendus sur beaucoup de sites douteux. Là. Si vous cherchez un peu sur le web, vous allez trouver des datasets de credentials GCP, AWS, puis ça peut s'acheter relativement facilement sur Internet. Donc, première chose qu'on fait, là, on a un shell dans un container. Première chose qu'on va faire, c'est venir essayer de récolter des informations. On va voir on est où dans le pod exactement, dans le container. On va voir c'est quoi notre user. Ici, on est root, fait que c'est bon. Là, on va avoir beaucoup d'accès au niveau du container lui-même. On va voir c'est quoi notre disto. Ici, c'est Linux. Plus précisément, c'est Debian. Là. On peut le voir ici, si on quête la release, on est sur Debian version 11. Après, on va essayer de préparer un peu le terrain pour pouvoir mieux exploiter tout ça. On va venir installer kubectl, ça nous est utile plus tard pour utiliser les credentials, puis c'est ça qu'on va pouvoir voler. Un autre outil qu'on va avoir besoin, c'est OpenSSL. Généralement, c'est installé par défaut sur les systèmes Linux, fait que s'il n'est pas là, il faut rouler command-v OpenSSL pour vérifier s'il est là ou pas. S'il n'est pas là, juste l'installer de la même façon qu'on a installé kubectl. Puis, quelque chose de spécifique à Kubernetes, dans toutes les pods, si on print l'environnement, donc les variables d'environnement, on peut voir qu'on a plein de variables d'environnement spécifiques à Kubernetes. Par exemple, ces adresses IP-là qui correspondent à l'API server, par exemple. Fait qu'ici, on a Kubernetes port 443 TCP adresse qui est l'adresse HTTPS du Cube API server avec qui on va pouvoir communiquer après avoir obtenu nos credentials. Donc, on va faire plus de reconnaissance à ce niveau-ci. Au niveau du pod, comme je le disais, je mentionnais plus tôt, les service accounts sont montés comme des volumes, dans le fond. Fait que si je fais un ls sur le directory /run /secret /kubernetes.io service account, je peux voir que j'ai 3 fichiers ici, CA certificate, namespace, puis token. Ces 3 fichiers-là, c'est simplement le certificat qui nous permet de sécuriser la communication HTTPS avec l'API server, le namespace dans lequel se trouve ce service account-là, puis le pod, puis le token qui est linké avec ce service account-là, puis qu'on va donner à l'API server qu'on va essayer de communiquer avec lui. Donc, on peut dès maintenant venir décrypter ce certificat-là avec Base64, qui est un outil présent sur tous les systèmes Linux. Là. Le flag-d, c'est pour decrypt. On peut voir que ça nous sort directement le certificat dans son format décrypté. On peut venir printer le token ici pour valider qu'il est bien là. On voit que c'est un gros hash là. On peut l'utiliser directement comme ça. Puis si on regarde le namespace sur lequel on se trouve, on voit que c'est le namespace default ici. Par défaut, ce pod-là se trouve sur le service account se trouve dans le namespace default, puis c'est le service account default. En fait, il y a un service account qui existe pour toutes les entités par défaut. GKE a l'avantage de ne pas donner de privilèges du tout à ce service account-là. Fait que ici, moi, ce que je suis venu faire, c'est que j'ai créé un alias que j'ai appelé khack, qui c'est tout simplement kubectl avec le flag de ce token-là que je vais toujours
de printer, le certificat en question que je viens de montrer, le namespace qui est default ici, puis la variable d'environnement qui est l'endpoint HTTPS de mon serveur. Je peux ensuite venir utiliser la commande off de kubectl pour voir si j'ai le droit de faire telle ou telle affaire. Fait que ici, je fais off can I get pods, puis l'API serveur me répond non, je ne peux pas get les pods. OK, je vais essayer quand même, puis je peux voir ici que ça me dit que le service account, système de .service account de .default cannot list resource pods in API group. L'API group vide, c'est celui qui contient les pods. On a un space default ici. Fait qu'on voit dès maintenant qu'on essaie de limiter, on ne va pas faire grand-chose avec ce service account-là. Fait qu'on va essayer de chercher un autre point d'accès. C'est là que rentre le metadata API en jeu. Dans le fond, l'API metadata, c'est un endpoint qui est exposé à toutes les composantes internes, puis le réseau interne de GCP. Il se trouve à l'URL metadata.google.internal. Il faut juste passer le header metadata flavor Google ici pour qu'on ait l'output comme on veut. Puis, ce qui nous intéresse particulièrement dans cet API-là, c'est l'attribut kubeEnv. Cet attribut-là fait partie de toutes les métadatas de toutes les nodes. Fait ici, par exemple, si je viens faire un call à metadata.google.internal/compute metadata, donc la métadata de mes instances, v1 instance attributes kubeEnv, ça va me retourner un gros fichier. Dans ce qui m'intéresse le plus, c'est ces trois valeurs-là, CAcert, kubeletcert, puis kubelet-key. Le premier, CAcert, c'est dans le fond, le même certificat que j'avais vu plus tôt qui me permet de communiquer en HTTPS avec l'API serveur. kubeletcert, c'est le certificat du kubelet lui-même, là, du node, dans le fond. Kubelet-key, c'est la key du certificat, la key privée du certificat, dans le fond. Puis ces certificats-là, c'est pas vraiment ceux du node puis du kubelet, c'est plus ceux du bootstrapping. Le bootstrapping, dans le fond, c'est la notion d'enregistrement d'un node en utilisant ce certificat-là. On va le voir un peu plus tard, plus en détail. Au travers des credentials GCP, on peut voir ici que si avec gcloud, j'ai accès à des credentials, je peux faire compute instance list, puis ici, ça me retourne directement mon instance en question sur laquelle mon pod que je viens de voir juste avant est hosté. Fait que si je n'ai pas accès à un pod, par exemple, mais que j'ai accès à des credentials GCP, je peux ensuite, au travers de gcloud, venir faire un instances describe le nom de ce node-là. Je spécifie la zone, le flag log HTTP pour voir l'output du metadata. Format JSON, j'utilise GQ pour venir chercher exactement ce que je veux, puis un select pour lui dire que je veux la key kubeEnv très précisément. On voit ici que ça me retourne un gros output, puis cet output-là, notamment, va contenir les trois valeurs que j'ai expliquées plus tôt, donc CAcert, kubelet cert, puis kubelet-key. On va voir comment exploiter tout ça maintenant. On a nos trois certificats, puis au travers de ce certificat-là, on va essayer d'escalader le plus possible les privilèges de notre système et notre cluster. Donc, comme je disais, on a ces trois valeurs-là. On va venir les décrypter, encore une fois, avec base64-d. On voit que ça nous donne trois certificats. Le premier, il n'est pas si important que ça. CAcert, c'est le même qu'on peut trouver directement sur un pod, par exemple, mais si on passe par le GCP Credentials, c'est important parce qu'on n'a pas accès autrement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est j'ai mes trois certificats que j'ai décryptés dans trois fichiers respectivement. Puis, je vais venir me faire un nouvel alias, encore une fois, khack avec kubectl. Puis, je vais passer le client certificate qui va être donc le certificat du kubelet, le client key qui va être la clé privée du kubelet, certificate authority, donc le CA certificate, dans le fond, celui de l'API serveur. Puis, encore une fois, j'utilise l'endpoint HTTPS de l'API serveur. Je peux venir essayer de get les pods pour voir si ça marche. Puis, je vois ici que ça me dit encore une fois que le user kubelet, on voit que maintenant, ce n'est plus le service account default, c'est le user kubelet, n'a pas accès, n'a pas le privilège pour lister toutes les pods du namespace default. Je peux continuer à regarder si j'ai d'autres privilèges. Ici, je fais un off, can I get pods? Il me dit non, je vais tout juste de l'essayer. Je vais essayer can I get certificate signing requests? Puis là, ça me dit yes. Fait que ça veut dire que là, j'ai déjà un premier privilège qui va être très important, qui est celui de lister
toutes les requêtes de signature de certificat. Puis le certificat que j'utilise en ce moment, celui du Kubelet, a lui-même été créé au travers de cette requête-là. Puis je vais lui demander aussi, est-ce que je peux créer une requête de signature de certificat? CSR, c'est l'acronyme pour Certificate Signing Request. Puis ça me dit yes. Fait que juste avec ces deux informations-là, on va pouvoir exploiter, puis créer de nouveaux certificats, puis forger, c'est ça le terme, là, en fait, on va forger de nouveaux certificats, des nouvelles identités dans notre système. Donc, comme je disais, on peut lister les certificats, c'est ça qu'on va faire. On voit qu'on en a deux ici. Le premier, node-csr-1h, qui correspond donc au certificat du node sur lequel on est en ce moment même. Puis un deuxième qui a été créé avant même ce certificat-là. Puis on voit que les deux ont été approuvés ici. Le kubelet TLS Bootstrapping, dans le fond, il y a certaines conditions qui permettent d'avoir un approval automatique de ces requêtes-là. On va voir un peu plus tard comment. Donc, je vais, comme je disais, le premier, là, celui du kubelet, c'est celui qui nous intéresse le plus, là, vu qu'il correspond à celui du node sur lequel on est. Fait qu'on va venir essayer de get des informations sur ce certificat-là, c'est la requête plus précisément. Puis le field qui nous intéresse le plus, là, c'est le field status.certificate. Ça nous donne directement accès au certificat qu'on vient de signer. Fait qu'on peut ensuite venir get ce certificat-là avec JSON Path, donc qui nous permet d'accéder directement à l'attribut. On va venir le décrypter puis le mettre dans un fichier que j'ai appelé node.crt. Donc là, si je cut ce fichier-là, on voit que j'ai le certificat qui permet d'identifier le node sur lequel je suis actuellement. Mais vu que moi, je suis dans le container, pas sur le node, je n'ai pas forcément accès à sa clé privée. Donc maintenant, je suis rendu avec 4 fichiers, comme je disais. On a l'API server qui est le CA certificate, Kubelet, celui qui est le bootstrapping certificate, Kubelet key, la clé privée de bootstrapping, puis Node Certificate, qui est donc le certificat d'authentification du node sur lequel je suis actuellement, que j'ai obtenu au travers de l'API de Kubernetes. Je me crée un nouvel alias avec ça, en utilisant le nouveau certificat que j'ai, puis en utilisant la même key qu'avant, pour voir si ça marche ou pas. On voit que ça me dit directement que la private key does not match public key type. Ça, c'est parce que, dans le fond, après la création du premier certificat, ce que fait le kubelet, c'est qu'il va créer une nouvelle clé privée. C'est une mesure de sécurité que Kubernetes implémente depuis la version 1.7, je pense, là, justement pour empêcher l'escalation de privilèges puis le forging de certificats au travers de l'API des CSA. Donc, ce qu'on va faire pour contourner ça, c'est venir créer notre propre clé privée puis notre propre certificat qui va aussi avoir qui va impersonate en fait le node sur lequel on est actuellement. Donc, si je viens afficher les données de mon certificat que j'ai fetch de l'API server avec la commande OpenSSL x509-in nodecrt-text, ça m'affiche toutes les métadatas d'un certificat en particulier. On voit que les informations les plus pertinentes ici, c'est le subject, qui est donc qui a été défini avec l'organisation system2.nodes, puis le common name system2.node, le nom de mon node ici. Okay? Puis ce que je vais venir faire, c'est créer un certificat qui veut simuler ce même subject-là pour essayer d'impersonate le node sur lequel je suis actuellement. Donc, je vais venir faire une requête de signing certificate, dans le fond, avec OpenSSL, encore une fois. Je vais spécifier l'algorithme d'encryptage, donc RSA 2048. Key out, donc ça va être ma clé privée qui va être générée. -out, ça va être CSR, c'est la requête de signature de certificat qui va être générée. Puis le subject ici, c'est la même chose que ce que je viens tout juste de lire dans le certificat précédent. Donc, organisation system2.nodes, common name system2.node, n'importe quoi. Ici, j'ai mis whatever, mais ça peut être n'importe quoi. Ça correspond au nom du node sur lequel je suis, mais vu que je vais créer une nouvelle identité, pour le moment, je peux faire n'importe quoi. Mais rappelez-vous quand même de ce subject-là, puis du common name en particulier, ça va avoir une application un peu plus tard. Donc, si je regarde maintenant, qu'est-ce que j'ai sur mon pod qui a été pawné? J'ai donc mes 3 premiers certificats, mon 4e certificat que j'ai obtenu, celui du Node. J'ai ma requête de signature que je viens tout juste de générer, puis ma clé privée qui est rattachée à cette requête-là.
Donc, vu que je peux créer des requêtes de signature, comme j'avais vu plus tôt avec le précédent certificat, je peux venir créer un manifeste en YAML, puis je vais le feeder directement à l'API de Kubernetes avec la, la fonction create. Puis, ce que je vais lui passer, c'est le nom de mon node que je veux identifier, le nom de ma requête de signature, en fait, plutôt. Pourquoi j'ai pris ce format-là en particulier? Parce que ça, c'est une des conditions du kubelet TLS Bootstrapping. Il valide les formats des noms des requêtes, dans le fond. Puis, un des formats acceptés, c'est node-csr-1h du timestamp. Fait qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement spécifié un nom node-csr-le timestamp actuel. Je ne l'ai pas haché, mais il ne valide pas vraiment le hash en lui-même. Le groupe de cette requête-là, ça va être système de points nodes, comme j'ai spécifié dans le subject. Puis, je viens lui passer le fichier de la requête que je viens tout juste de générer, que je vais venir encrypter en base 64. Puis, on voit ici que l'API me retourne que le certificat node-csr-ce timestamp que j'ai généré a bien été créé. Je peux vérifier s'il a été approuvé ou pas. Puis, je vois que ici, mon certificat puis ma requête a bien été approuvée. C'est le même timestamp ici que celui que l'API m'a retourné. Donc maintenant, je peux refaire la même manipulation que ce que j'avais fait avant avec le certificat du node. Je peux venir get ce certificat-là que je viens tout juste de créer. Je vais venir le decode à partir de base64. Puis comme ça, je vais obtenir mon nouveau certificat qui a été approuvé par Kubernetes, qui est donc bien identifié dans mon système. Puis j'ai aussi sa clé privée vu que je l'ai moi-même généré juste avant. Donc on voit ici que mon certificat est bien présent. Puis, je vais me créer un nouvel alias que je vais appeler KHackFinal. Puis, cette fois-ci, il va utiliser le certificat que j'ai créé avec sa clé privée que j'ai moi-même générée. Puis, je vais garder le même certificat de l'API server, puis le même endpoint HTTPS. OK? Maintenant, je peux voir c'est quoi les possibilités que j'ai avec ce nouvel identifiant-là qui correspond donc à un nouveau node. Dans le fond, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai une personnalité en node. C'est comme si le container sur lequel j'étais venait de s'inscrire comme un nouveau node dans mon système sans que ce soit réellement le cas. Je peux voir ici que si je fais un get no pour nodes, donc get nodes, maintenant j'ai accès à la liste des nodes de mon système. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on n'avait pas le droit à ça parce que le certificat de bootstrapping, le rôle de kubelet bootstrapping, il n'y a pas besoin de lister les nodes, ça fait qu'il n'y a juste pas accès. Je peux voir ici aussi que je peux lister des pods, ce que je ne pouvais pas faire avant, puis qu'on avait vu. Ici, je vois que j'ai un seul pod, puis c'est celui sur lequel je me trouve actuellement. Donc, un petit rappel des targets qu'on vise, donc les sensitive data de notre pod qui utilise donc une base de données ou n'importe quoi. On va venir essayer de décrypter ces credentials pour obtenir ces secrets. Puis ensuite, on va retourner à notre admin service account pour essayer d'impersoner le cluster admin. C'est bon. Je regarde tout ces cas-là. OK. Donc, premier target, dans ce use case-ci, on a donc un pod qui est juste là, Sensitive App ici, qui, elle, utilise des credentials. Comme je l'ai dit, ça peut être des credentials de base de données ou n'importe quoi d'autre. Puis, à partir de ce stade-ci, on vient de forger notre certificat, on a impersonate un node, fait qu'on a accès à lister les pods, au moins dans le namespace default pour le moment. Excuse. OK. Je peux essayer de lister les secrets. Je vois ici que même avec l'identité d'un node, ça me dit que l'opération est forbidden parce que le user système de .node, de .whatever, n'a pas ce privilège-là. Il ne peut pas donc lister les secrets de mon namespace default. Puis, dans le fond, ce qu'on peut faire autre que ça, c'est venir lister les secrets un secret spécifiquement. Vu que mon application est hostée sur le même node sur lequel je me trouve actuellement, j'ai accès aussi à ce secret-là, mais pas à toutes les secrets de mon namespace. C'est pour ça que je ne peux pas toutes les lister, mais je pourrais les lister un par un si j'avais leur nom. Ici, je n'ai pas leur nom, fait que je suis un peu bloqué. Mais heureusement, je peux passer par le pod lui-même pour voir c'est quoi les secrets qu'il utilise. Si je fais un getPod sensitive app output YAML, donc je veux voir son manifeste en YAML, je peux voir ici que son environnement
il y a deux variables d'environnement, password puis username, qui sont définis au travers d'un secret qui, lui, s'appelle Sensitive App Secrets. Fait que là, je ne peux pas lister toutes les nodes, toutes les secrets, pardon, mais je sais que le secret qui m'intéresse s'appelle Sensitive App Secrets. Si j'essaie de get ce secret-là, je le vois dès maintenant que, en YAML, comme d'habitude, là, je le vois que ça me retourne encore en forbidden. Puis pourquoi ici? C'est parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de relation entre le node whatever puis l'objet de secret. Comme je l'ai mentionné, les secrets, vu qu'ils sont montés sur des nodes spécifiques, chaque node peut lister les informations des secrets qu'il host lui-même. Ici, mon node s'appelle whatever. Fait que dans mon système, le node whatever ne contient pas ce secret sensitive app secrets. Fait que je ne peux pas avoir accès à ces métadatas. Fait que, ce que je vais faire, c'est venir forger un nouveau certificat qui, lui, va impersonnate le node préexistant et qui host ce secret-là. Okay? C'est pour ça que je vous disais de se rappeler du common name système.node.whatever, parce que maintenant, on va venir exploiter ce common name-là pour, à la place d'impersonnate un nouveau node qui s'appelle whatever, impersonnate un node qui existe déjà dans mon système. OK? C'est ça. Donc maintenant, avec les privilèges que j'ai actuellement, je peux lister mes nodes. Je le vois que j'ai ce node-là en particulier qui est celui qui m'intéresse. Je vais venir recréer une requête de signature de certificat, mais cette fois-ci, je vais utiliser le command name système de .node le nom du node que je viens tout juste de fetch. On le voit ici que c'est exactement le même node. Puis ça va faire que quand je vais faire mes requêtes après avec mon certificat que j'ai moi-même forgé, l'API serveur de Kubernetes puis la validation de certificat va se faire en pensant que je le fais au travers du node, de ce node-là que je viens de lister. Là. Alors que concrètement, c'est le container sur lequel je suis actuellement qui envoie la requête. Donc, exactement la même chose qu'avant. J'ai créé ma signature request. Je vais venir la feeder à l'API de Kubernetes en utilisant la requête que j'ai forgée. Ça me dit que le certificat, la requête de signature a bien été créée. Puis a été validée aussi, by the way. Je ne l'ai pas mis ici, mais ça fait la même chose qu'avant. C'est exactement la même manipulation qu'avant. Je vais venir get ce même certificat-là. Je vais le décrypter en base 64, comme d'habitude, dans un nouveau fichier que j'ai appelé skynet.certificate. Si on regarde ici, on voit que mon certificat est bien là. Puis, je vais venir réutiliser la même commande qu'avant avec le nouveau certificat qui, lui, pense être le node préexistant. Puis, je vais envoyer ma requête pour get le secret en YAML. Je le vois ici que dans le field data, j'ai bien accès à ces deux fields-là qui sont donc app_password puis app_user qui sont les hash de mes valeurs. Puis, ce que je vais venir faire ici, c'est tout simplement décrypter ces hashes-là. Donc, je peux faire un get secret, le même sensitive app secrets, JSON-path pour spécifier quelle valeur exactement je veux. Donc, .data.app_password. Je vais le piper dans base64-d pour le décrypter. Puis, on voit ici que ça me retourne target password dans le cas du mot de passe, puis target username dans le cas du field app username. Puis, je vous confirme que dans le manifeste que j'ai fait, c'était bien ces deux mots de passe-là. J'ai utilisé Echo Base64 pour encrypter ces valeurs-là. Donc, on voit ici que déjà, je viens d'obtenir les credentials de ma database ou de n'importe quel autre système présent dans mon cluster, ce qui est déjà conséquent, même si on est dans le namespace default. Deuxième cas, maintenant, c'est qu'on va essayer de voler les privilèges dans Service Account. Fait qu'ici, si je viens essayer de lister les nodes dans les pods, pardon, dans le namespace Cube System, si on a les privilèges, bien sûr, dans ce cas-ci, on a les privilèges par défaut. Je vois que j'ai une app ici qui s'appelle App with Admin Role, qui est une app que j'ai créée moi-même pour illustrer tout ça. Puis c'est elle que je vais essayer de voler son service account. Donc. Fait que là, on a besoin d'accéder au host node. OK? Puis c'est là que rentre en jeu un one-liner incroyable qui a été publié par Duffy Kulik, qui est un DevOps engineer, je ne sais plus sûr qui travaille exactement. Mais ce one-liner-là, qui a l'air vraiment un peu bizarre, là, va nous ouvrir des portes infinies pour le reste de notre exploit. Dans le fond. Je vais expliquer rapidement ce que ça fait. Dans le fond, ça va spawner un container qui s'appelle
root ici, R20T. Puis on se rappelle, j'ai avec les certificats que j'ai forgés, j'ai les privilèges pour créer des pods. Pas sur tous les nodes, mais sur le node sur lequel je suis actuellement. Il va être en mode privilégié, donc il va avoir accès à toutes les commandes Unix de sa distro, donc du container. Puis ce qui est le plus important ici, c'est que je vais utiliser la commande hostPID de .true dans les métadatas de mon container ici. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va me permettre de sharer, de partager les PID, donc les process IDs de mon host node sur lequel mon container se trouve, puis de mon container. Normalement, ce ne serait pas si important que ça, mais en utilisant la commande ncenter ici, à la toute fin ici, on voit que l'entry point de mon container, c'est ncenter-mount ce volume-là. Je vais venir monter dedans bin bash. Ce que ça fait ncenter dans le fond, c'est que ça va me permettre d'exécuter une commande Linux, un process Linux, directement sur un autre process préexistant. Fait qu'ici, avec ncenter, je viens exécuter bin bash, mais dans le contexte du host node, vu que j'ai host PID qui est égal à true, et que donc j'ai accès au namespace de process IDs du host node. OK? Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Est-ce que quelqu'un a des questions vis-à-vis de ça? Excusez, ça fait comme 30 minutes que je parle non-stop. Question à date, mais c'est super clair. Puis les gens vont pouvoir le revoir sur YouTube dans les jours à venir. Probablement reprocesser tout ça quelques fois. Merci, man. En tout cas, ce one-liner-là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est le genre de truc que tu mets dans tes notes puis que tu fais juste copier-coller quand on a besoin. OK. Donc là, à partir de mes certificats que j'ai forgés puis qui me donnent plus ou moins beaucoup de privilèges, je vais venir créer donc ce container route-là. Puis si maintenant, on le voit ici, là, je suis rendu dans mon container. Puis si je viens faire ls/var/lib/cube ici, je peux voir que j'ai deux folders kubeproxy puis kubelet. Ça me prouve que je suis bien sur mon node parce que le kubelet se trouve sur le node directement, pas dans mon container. Là, je le suis quand même dans mon container, mais ça simule le fait que je suis sur mon node. Dans le fond, ça fait juste mirror le file system de mon host node puis de mon container root. OK? Puis là, moi, je vais vous faire un petit quiz pour voir qui suit et qui ne suit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a accès au host node qui contient donc mes containers, mon application admin, puis ça. Charles, je peux remontrer le one-liner un peu plus tard. Mais là, j'aimerais ça voir si quelqu'un suivait, puis c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire avec ça? Puis quelle est l'approche la plus importante là-dedans? On peut accéder à tous les mount files et donc tous les secrets qui ont été montés sur le node. Oui, exactement, c'était la bonne réponse. Comme je l'avais mentionné au tout début, les service accounts sont montés en tant que tokens sur mes nodes, puis c'est le node lui-même ensuite qui va venir les splitter sur chaque pod qui est supposé ou non y avoir accès. OK? Fait que vu que je suis sur mon host node actuellement, même si je le simule au travers de mon root container, j'ai quand même accès à tout son file system, y compris toutes les secrets de toutes les pods qui sont sur ce node-là qui ont été montés. Fait que si je viens faire la commande mount puis que je grep secret ici pour voir les volumes qui ont été montés puis qui contiennent le string secret, je vais avoir une liste quasi infinie. Il y en a comme peut-être 200, 300 par défaut, juste avec les applications présentes dans l'API server. Là. Puis, en cherchant un peu, je peux voir ici que j'en ai quelques-uns qui s'appellent target-essay-token, un petit H. Puis ça, c'est exactement le token du service account de mon application qui a le rôle cluster admin. Fait que là, j'ai accès directement à ce secret-là, en fait. Puis si je viens prendre cette string-là que j'ai obtenue en faisant la commande mount, puis que je fais un ls dessus, je vois que j'ai 3 fichiers cassert, namespace, puis token qui correspondent aux mêmes 3 fichiers que j'avais vus au début pour le service account default. Sauf que ici, c'est celle qui correspond au service account cluster admin. En fait, c'est target essay qui a le rôle cluster admin. Je peux venir cut
le token en question que je viens tout juste de voir euh, dans, dans dans mon volume. Puis le certificat, c'est le même qu'avant. Puis le namespace, c'est CubeSystem. Fait qu'ici, je viens de créer un nouveau alias que j'ai appelé Good Mode, puis qui va utiliser le token que je viens tout juste d'obtenir, le certificat qui est le même. Donc ici, le namespace, ça va être CubeSystem, encore une fois, le même endpoint. Puis si je teste cet alias-là, Good Mode, je vois que j'ai littéralement tous les accès possibles. Je peux créer des posts, déliter des namespaces, je peux même créer des nouveaux cluster admin roles si je veux, me donner encore plus de privilèges que tout le monde ou enlever les privilèges de tout le monde si je le veux, par exemple. Donc, ça fait le tour des deux exploits qu'on a vus. Là, je vais passer rapidement sur les techniques de mitigation, surtout qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puis, honnêtement, juste une petite question avant que tu continues. Est-ce que c'est des vulnérabilités que tu as identifiées toi-même et que tu as rapportées, ou est-ce que c'est une explication de choses qui ont déjà été découvertes? Ça a déjà été découvert, puis je vais y revenir un peu plus tard dans les techniques de mitigation. GKE, puis Google en général, ont introduit pas mal de techniques pour empêcher ça. Par défaut, si je reviens rapidement, aujourd'hui, si tu te lances en serveur GKE, par défaut, tu verras que... je vais arriver, c'est bon. Ces certificats-là, c'est pour ça que j'ai oublié de le mentionner, c'est pour ça que ici, en parenthèse, TPM Bootstrap Sort, ça, c'est les nouveaux noms de Kubelet Sort puis Kubelet Key quand le Node Shielding est activé dans GKE, qui est une option qui est activée, enabled par défaut aujourd'hui dans GKE, puis qui est la seule mesure de prévention activée dans GKE. TPM Bootstrap Sort puis TPM Bootstrap Key, la seule différence avec Kubelet Sort puis Kubelet Key, c'est que c'est rotatif. Fait qu'ici, même si on obtient nos certificats, puis qu'on les utilise au travers de ces deux noms différents-là, à partir de, je pense, par défaut, c'est comme aux 20 minutes, là, ils vont changer, puis il va falloir les refetcher dès le début. Depuis le début, dans le fond, puis on va avoir un peu moins d'accès au début. On pourra quand même forger des certificats, mais on ne pourra pas, par exemple, lister les nodes. Okay? Fait que là, par exemple, ce qui va être utile, c'est de pouvoir utiliser hostname au travers de notre route container, ou il y a plein de façons d'obtenir des informations. Dans le node metadata, me semble, par exemple, on obtient le nom du node sur lequel on est. Okay? Alors que normalement, en utilisant les certificats de Bootstrap, on pourrait créer puis get les signing certificate requests, mais on ne pourrait pas, par exemple, get toutes les nodes ou get toutes les pods qui sont sur ce node-là. Okay? Puis comme je vais répondre à ta question, je m'excuse, je me suis un peu égaré. Mais non, ça a été documenté en 2018. Puis, dans le fond, moi, je me suis informé là-dessus, puis je me suis rendu compte que ce qui était documenté ne marchait plus aujourd'hui, justement à cause de ça. Fait que cette présentation-ci est un peu inédite parce que justement, j'ai pris ce que le monde présentait avant, puis j'ai dû rajouter là-dessus pour que ça devienne d'actualité. Ça répond à ta question? Merci. Matt, il nous reste 30 minutes. Fait que... Oh, j'ai fini. Je vais finir en 5 minutes. OK. Je pensais que ça finissait à 1 heure. Donc, j'allais plus vite que ce que je t'ai supposé. Bon, donc comme je disais, mitigation, je resterai pas, je vais juste passer tous les points de mitigation et les expliquer un point rapidement, là, parce que de un, je ne pensais pas qu'il me restait autant de temps. Puis de deux, c'est assez obvious. Vous allez le voir, là, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai mis l'image en background, c'est trust no one, not even yourself. Il faut avoir le minimum de privilèges partout, puis essayer de restreindre le maximum de tous les accès possibles. C'est la seule chose qu'on va faire pour mitiger ça, en plus d'activer les options de node shielding, node hardening, de rotation de certificats dans GKE, tout ça, mais ça, c'est assez obvious, je vous dirais. Donc, c'est ça, la chose la plus importante, c'est le principle of list privilege, qui est tout simplement le fait de donner un minimum de privilèges à toutes. Est-ce qu'un node est obligé de pouvoir lister toutes ses secrets ou toutes les pods qui sont dessus? Ça dépend de votre use case. Peut-être que non, peut-être que oui, mais généralement, par défaut, ça ne devrait peut-être pas être le cas. Restrict access to a node, ça, on l'a vu qu'avec mon one-liner, j'ai pu facilement accéder à mon node. Si par exemple, mon pod n'était pas le pod à partir duquel je suis parti n'était pas dans l'user root, cette commande-là n'aurait pas marché,
puis kubectl m'aurait sorti une erreur du genre ton pod n'est pas en route, fait qu'il peut juste créer des mirror pods, ce qu'on appelle. Fait que juste comme créer des mirror pods, c'est un peu comme des réplicas de pods préexistants. Okay? Juste le fait de restreindre les accès aux nodes en général. Puis en général, même si on n'avait pas accès à un pod préalablement ou quelque chose du genre, il y a, comme je le mentionnais plus tôt, il y a des credentials ou autre chose qui peuvent être obtenus qui donnent accès directement en SSH, par exemple, aux nodes. Fait qu'un cluster public, dans GKE, il peut y avoir des clusters publics ou des clusters privés. Un cluster public, avec les bonnes clés, on peut SSH sur un node. Fait que si on n'a pas réellement besoin de ça, puis c'est assez rare sur ton entreprise qu'on ait besoin d'avoir un cluster public puis un accès SSH direct aux nodes, autant utiliser un cluster privé puis avoir personne qui peut accéder à un node directement. Anyway, nous, on utilise Kubernetes pour abstraire nos instances puis abstraire notre infrastructure. Fait que si, peut-être à part pour les administrateurs, l'équipe de SRI ou autre chose, on n'a pas besoin d'avoir accès à ces nodes-là. Fait qu'autant le limiter un maximum puis empêcher tout accès en tout temps. Strict Network Policies, ça, encore une fois, comme je disais, c'est un peu obvious, là, mais si j'ai accès à un pod, par exemple, comme je le mentionnais plus tôt, les pods peuvent, toutes les pods de mon cluster peuvent communiquer avec toutes les autres pods. Fait que même si j'ai un node dans telle région X, je ne sais pas, au Japon, en Asie, de GCP, puis que j'ai un autre node qui, lui, est dans US Central One, ou je ne sais pas, si au travers du network, j'ai un exploit qui me permet de me connecter au deuxième node, je vais pouvoir le faire parce que par défaut, toutes les pods peuvent communiquer entre eux. Fait que c'est pour ça que, de préférence, on va venir c'était des policies de networking plus strictes pour que certains pods vont pouvoir communiquer avec juste ceux qui les intéressent. Si un service a besoin de communiquer avec une database, puis pas les autres services, ben autant qu'ils puissent juste communiquer avec cette database-là, puis pas toutes les autres pods. Ça se rajoute un peu là-dessus. Avoir des un egress gateway, Istio, Linkerd, tout ça, les classiques, le service mesh. Principalement dans le cas des egress, donc le trafic sortant. On l'a vu au début, ce qui m'a débloqué vraiment beaucoup, qui m'a permis d'avoir tout ça, c'est mon accès à kubectl, OpenSSL, tous ces outils-là. Plus que ça, en fait, là, je vais rajouter une information à ta question de tout à l'heure. Il y a des outils aujourd'hui qui existent qui permettent de faire tout ce que je viens de montrer en une command line. Donc, tout ce que je viens de faire ici, ça a été mis dans des scripts. Ils sont plus fonctionnels dans la version actuelle de GKE, mais je pourrais facilement mettre tout ça dans un script, en shell ou n'importe quoi, puis automatiser tout ça. Ce script-là, il va falloir que je le télécharge somehow. Là. Fait que le fait que je bloque tout le trafic sortant, par exemple, ça ferait que je ne pourrais même pas installer kubectl, par exemple. Puis mon application, si j'ai un service qui communique juste avec une base de données, autant limiter le trafic sortant juste cette base de données-là, tout simplement, puis même pas lui donner accès à Internet. Là. Comme ça, je ne pourrais pas installer ni kubectl, ni OpenSSL, ni n'importe quel autre outil dont j'ai besoin. Enable Metadata Concealment, ça, c'est quelque chose que GKE puis GCP offre aujourd'hui. On peut, dans le fond, on l'a vu au travers du Metadata API, c'est un peu le plus gros exploit qu'on a. Puis on peut cacher ces informations-là. On peut, dans le fond, c'est un feature flag appliqué dans les configs de GKE. Ça va faire que le CA certificate va être là, mais le kubelet certificate puis le kubelet key, à la place d'être directement dans le metadata, soit il va être monté au travers de fichiers dans le file system de nos nodes, puis dans le metadata API, il va juste nous retourner le path vers ce fichier-là. Soit ça va utiliser je ne sais plus comment ça s'appelle, là, mais c'est un API spécifique, puis relativement récent, me semble, de GCP, qui permet une communication plus sécurisée des metadatas, puis qui conceal justement ces informations-là. Ça ferait que, par exemple, si on n'a pas accès à un pod, au travers de notre machine, nous-mêmes, même avec les credentials de GCP, on n'aurait pas accès à ces certificats-là, ces metadatas-là, parce qu'il faudrait pouvoir communiquer avec l'API de metadata spécifique qui est en service de GCP, dans le fond. Puis qui va prendre, bien sûr, des rôles un service account dans GCP qui permet ça. Enable Node Hardening, ça aussi, c'est un feature flag dans GKE. Puis il me semble c'est implémenté dans Kubernetes nativement aujourd'hui. Mais ça permet entre autres d'avoir plus de validation sur l'identité des nodes, d'avoir des certificats qui sont plus rotatifs, qui rotate, puis ça. Puis en général, avoir moins de privilèges pour les service accounts, puis
les rôles préexistants par défaut dans le cluster. GCP Service Accounts, comme je le mentionnais encore une fois, c'est un peu la même chose que je répète depuis tout à l'heure pour la mitigation, mais comme je le disais, c'est un peu obvious. Il faut juste limiter les privilèges partout, là. Avec les Service Accounts de GCP, tout ce qu'on va venir faire, c'est justement limiter l'accès des utilisateurs, des développeurs, des administrateurs aux différents API que GCP nous offre, aux différents nodes, puis tout ça. Workload Identities, qui est aussi un feature flag de GCP. Puis Workload Identities, dans le fond, ça permet de donner, à la place de donner des identités juste au node, ça va donner une identité unique à chaque workload. Et donc, à partir du pod, par exemple, on ne pourra plus impersonate le node sur lequel on est parce qu'on va être identifié comme le container sur lequel on est à ce moment-là. Ça va plus ou moins limiter nos options, mais il y a une certaine façon de contourner le problème en utilisant, si on arrive à obtenir un node qui utilise l'option host network, dans le fond qui peut passer par le network du node pour faire sa communication, on peut utiliser le host network pour faire semblant que notre identité est celle du node, ne serait-ce que pour obtenir les métadatas et les certificats. Puis aussi le classique Stay Up to Date, la dernière version de Kubernetes, je pense la version 1.19, non, en fait, même pas. Je pense que la démo que j'ai faite était sur 1.20. Fait que je pense qu'à partir de 1.21, la feature de auto-approval des certificats pour du kubelet TLS Bootstrapping a été complètement supprimée de Kubernetes. Fait qu'aujourd'hui, la seule façon, je ne suis pas sûr, mais vous me faites checker là-dessus, l'approval de certificat peut juste se faire avec soit manuellement, un administrateur va avec kubectl approve certificate, ou avec des daemon sets qui vont valider les certificats sur chaque node avec une cron job ou autre chose pour activer l'auto-approval. Mais l'auto-approval natif a été complètement supprimé dans une des versions de Kubernetes plus ou moins récentes. Je ne sais pas laquelle exactement. Med, il y a une question justement qui touche à ça dans le general chat. C'est quoi la raison de donner la permission de signer des CSR au kubelet? C'est une bonne question. Là. Puis comme je le montrais plus tôt, dans le fond, ce qui nous a permis d'avoir accès à tout ça, c'est le fait qu'on a pu submit une signing request, une signing certificate request, puis qu'elle a été approuvée automatiquement. Okay? Si elle n'avait pas été approuvée, on n'aurait jamais pu utiliser ce certificat-là pour avoir une identité. De la même façon, même si l'auto-approval n'est pas activé, mais que le kubelet lui-même peut se l'approuver, ce qui n'est pas le cas, par défaut, le kubelet ne peut pas approuver lui-même sa propre requête. On ne pourrait pas escalader les privilèges. On serait pogné sur ce pod-là ou sur ce node-là, puis on ne pourrait pas ensuite, en fait, communiquer avec l'API serveur, puis on aurait les privilèges minimaux. On ne pourrait pas get les pods, on ne pourrait pas créer de pods, ni rien du tout, ni get le secret. Est-ce que ça répond à ta question? Salut, tu m'entends-tu? Ouais. Ouais, ben ce que je me demandais, c'est comme, au final, pourquoi ils permettent au kubelet de base de faire une demande de signature? C'est quoi la fonction genre legit de cette fonctionnalité-là? C'est pour l'ajout de nouveaux nodes. Si tu rajoutes un nouveau node, le kubelet doit s'identifier avec l'API serveur pour se register. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il crée un certificat, il envoie la requête à l'API serveur, puis quand elle va être approuvée, ça va permettre de sécuriser, d'encrypter la communication entre le kubelet puis l'API serveur, puis de register le node. OK. Mais dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de vérification d'identité du node. C'est ça, exactement. C'est ça le vrai problème, en fait. Puis, dans le fond, c'est pour ça que, comme je disais, quand on active le node shielding, puis tout ça, ça devient plus compliqué parce qu'on n'a plus l'approval automatique. Fait que justement, là, il va y avoir la vérification d'identité du node. Fait que ça va prendre une entité externe, soit un administrateur qui va faire manuellement, soit un daemon set. Il y a des applications qui existent pour faire ça. Que là, tu vas venir valider est-ce que c'est bien le node que je veux enregistrer qui a envoyé la requête ou pas. OK. OK. Makes sense. OK. C'est pas de questions. Puis en fait, c'est ça, là, comme je le disais, ça fait pas mal le tour de mitigation. C'est les classiques, pas donner de privilèges à n'importe qui, puis restreindre le maximum les accès à pas mal tout. Fait que ça fait le tour pour moi.
Merci d'avoir écouté tout ça. Je sais que je parle vraiment vite puis que je me perds un peu dans mes idées parfois. Fait que s'il y a des questions, n'importe quoi, c'est le moment. As-tu des ressources en tant que telles comme pour la restriction de privilèges? Parce que, en tout cas, moi, je suis plus habitué avec celle de Docker de base, là, mais celle de Kubernetes en termes de comment on restreint les accès network ou juste comme changer les default roles, qu'est-ce qu'on devrait donner comme dans les roles? Ouais, je peux te trouver ça. Dans le fond, comme j'expliquais, c'est le Airbag qui gère tout, là. Fait que c'est pas mal. Tu peux customiser autant que tu veux les rôles et les accès à l'API de Kubernetes. Ensuite, niveau réseau, ça va vraiment se faire au niveau du service mesh puis du Ingress Controller. Là, tu peux customiser ton réseau comme tu le sens. Best practices, là, parce que c'est cool que tu puisses le customiser, mais c'est nice d'avoir les current best practices de qu'est-ce qu'on devrait donner dans le rôle. Là. Med, il a touché au départ, c'est les roles puis les role bindings, puis après ça, tout dépendant de ce que tu fais avec ton cluster. Je ne le retrouve pas live, mais je vais te l'envoyer, Emile, sur le Slack de Cabane. J'avais vu un truc qui listait toutes les permissions de tous les services accounts qui existent par défaut. Là. Cool, merci. Je le retrouverai et je t'enverrai. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires, n'importe quoi? De la mitigation, une des affaires aussi souvent qu'on conseille, c'est justement en production de limiter les accès au pipeline CI/CD. Fait que de ne pas donner les accès aux administrateurs, etc., par rapport aux livraisons, puis si jamais ils ont besoin de troubleshooter, et ainsi de suite, de donner des accès temporaires. Ça a souvent servi à mitiger ces affaires-là, puis tel qu'annoncé, les private clusters, là, de juste pas les exposer à l'Internet autant que possible. Tout le ingress devrait passer à travers d'autres moyens de sécurité. C'est ça, comme je le disais, la mitigation, c'est diminuer les accès, restreindre tous les privilèges, que ce soit des applications ou des users. Là, puis on espère, on prie pour que on n'ait rien oublié. Ouais, c'est toute une bête. Matt, merci beaucoup. Ce fut super intéressant. Excellente présentation. Et je vais juste poursuivre très rapidement. Pardon. Nous avons un formulaire, si jamais vous avez le temps juste de remplir le formulaire de feedback à partir du QR code ou le lien ici, est-ce que quelqu'un pourrait juste le transférer au chat au cas où? Ainsi que si jamais vous avez des idées, des présentations que vous voudriez partager avec la communauté de GDG Cloud Québec, le formulaire ici, juste pour nous soumettre des idées de présentation, on va pouvoir en parler pour les prochaines présentations en 2022. Et c'est tout pour aujourd'hui.